Vous l'aurez compris, ma vision de la profession est que défendre en est la quintessence. La défense des intérêts d'autrui est la raison d'être de notre profession. C'est un point cardinal, le but vers lequel notre pratique doit toujours tendre, qu'il s'agisse de se battre pour des conditions de détention dignes, et même et surtout pour des personnes ayant commis les pires actes, pour des victimes également de discrimination, pour le droit de réfugiés, ou encore qu'il s'agisse de représenter des défenseurs de la cause climatique. Le but pour moi reste le même, apporter des solutions pragmatiques, innovantes, en plaçant l'intérêt de la personne défendue au centre de toute démarche. Pour ce faire, il nous faut bien entendu manier l'art de convaincre, qui est également au cœur de notre pratique, que ce soit en négociation ou devant la justice. Notre force de conviction permet in fine, ou à tout le moins nous l'espérons, de trouver des solutions aux problématiques les plus complexes rencontrées par les personnes que nous défendons. Car si nous devons certes faire face à de nouveaux défis dans notre pratique, les valeurs fondamentales de la profession, elles, ne changent pas, elles ne doivent pas changer. Défendre, convaincre, je le disais à l'instant, mais aussi faire preuve d'une indépendance et d'une rigueur absolue dans le traitement de nos dossiers. Mais afin d'évoluer avec notre temps et de ne pas véhiculer l'image d'une profession un peu vieillissante, il est vrai parfois déconnectée des préoccupations de celles et ceux que nous défendons, il nous faut également, à mon sens, faire preuve de réactivité, ainsi que d'une forte capacité à s'adapter, à innover sans cesse, mais également être à l'écoute, sans quoi on ne peut porter une parole forte et pugnace dans l'intérêt de nos clients. Les avocates et avocats sont souvent définis comme étant des auxiliaires de justice. C'est pour moi exact mais incomplet, car la défense que les avocates et avocats portent incarne à mon sens le contre-pouvoir qui appelle à un fonctionnement sain de la justice en ce qu'elle tend à rééquilibrer le rapport de force entre les individus, mais surtout entre l'individu et l'État. À ce sujet, une phrase d'Albert Camus résume parfaitement tout cela et reste, à mon sens, d'actualité. Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. L'activité des avocates et avocats a beaucoup évolué au fil du temps, même et peut-être surtout en matière de défense pénale. Aujourd'hui, contrairement à certaines idées reçues, il ne s'agit pas seulement de représenter des personnes accusées de vol, de meurtre ou encore d'escroquerie et de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Les profils de celles et de ceux que nous défendons sont bien plus divers. Il peut par exemple s'agir de militants antifascistes, de demandeurs d'asile déboutés, de mineurs non accompagnés ou encore de défenseurs de la cause climatique. Au vu de l'urgence climatique, ce dernier groupe a ces dernières années pris une place de plus en plus importante dans l'actualité. Les activistes du climat ont toujours plus besoin d'être défendus par des avocates et avocats, que ce soit en raison des poursuites pénales dont ils font l'objet, pour avoir organisé ou pris part à des actions de désobéissance civile, par exemple, ou encore pour les aider à saisir les tribunaux pour que soit constatée l'inaction climatique des gouvernements étatiques notamment. Contrairement à la France, où les militantes et militants du climat se retrouvent plus souvent dans les journaux suite à des actions entreprises à l'encontre de l'État, souvent d'ailleurs avec succès, on s'en réjouit. En Suisse, pays dans lequel je pratique et où les actions collectives n'existent pas encore, les défenseurs du climat endossent plus souvent le rôle d'accusé devant la justice pénale. On peut penser notamment aux actions du groupe Action Climat qui, outre des manifestations ayant engendré des arrestations de ses membres, a également occupé les locaux de plusieurs grandes banques suisses, donc Crédit Suisse, ce afin de dénoncer les investissements massifs des institutions financières helvétiques dans diverses énergies fossiles, notamment, dont l'exploitation ne respecte à leur sens ni la planète ni les droits humains. Dans une interprétation évolutive du droit, des consoeurs et confrères ont dans ce cadre plaidé l'acquittement, soit la relaxe, droit français, des militants en faisant valoir l'état de nécessité climatique. Avec succès, en première instance, mais le tribunal fédéral, qui est notre instance suprême, a finalement cassé ces jugements, considérant que l'état de nécessité licite ne pouvait s'appliquer dans ce cas. En effet, le tribunal fédéral a considéré entre autres que la condition du danger imminent n'était pas réalisée, en ce sens que celui-ci doit se concrétiser à
brève échéance, à tout le moins dans les heures qui suivent l'acte punissable, précisant que la loi ne visait pas à éviter toute sanction à un auteur qui estime devoir agir pour sauvegarder ce qu'il considère comme constitutif d'un intérêt légitime ou supérieur, mais qu'elle visait au contraire plutôt à protéger l'auteur qui se trouve dans une situation concrète dans laquelle il se voit par hasard confronté à un danger devant se concrétiser à brève échéance. De plus, le tribunal fédéral, dans cet arrêt, a considéré que l'action des militants ne visait pas à protéger un bien juridique individuel, mais plutôt la défense d'intérêts collectifs, soit l'environnement, la santé ou le bien-être de la population dans son ensemble. Or, le caractère individuel du bien en danger est, selon notre haute cour, requis car, je cite, le législateur a expressément exclu l'application de la disposition sur l'état de nécessité à de telles situations. On le voit dans cette décision qui date de l'année passée et qui, vous en doutez, a bien entendu fait jurisprudence, le tribunal fédéral a préféré adopter une vision littérale, dirons-nous, et pour certains traditionnalistes et hors du temps du droit. On peut le déplorer, mais ce que je retiens, c'est que les avocates et avocats des militants ont fait preuve de grande capacité d'innovation et d'interprétation dynamique et évolutive du droit, et ont eu le mérite de faire du droit, comme on dit, malgré le caractère éminemment politique de l'affaire. Alors certes, vous me direz que nous n'avons pas gagné sur ce point, c'est vrai, mais cela a eu le mérite de créer le débat, de faire évoluer les mentalités, d'éveiller les consciences, y compris au sein de la magistrature. Des prix Nobel ont également pris la parole en faveur des militants climatiques, et il n'est pas exclu que la jurisprudence évolue dans le futur, en tout le moins nous y croyons, le droit n'étant pas une matière figée, et de nouvelles affaires climatiques devant être traitées prochainement par ce même tribunal. S'agissant justement de ces nouvelles affaires en cours, je pense notamment à l'affaire dite de la ZAD du Mormon, qui traite donc de la défense de nombreux zadistes qui se sont battus durant des mois pour qu'une carrière de la multinationale Holcim ne soit pas étendue, ce qui aurait eu un impact majeur, notamment sur des espèces de plantes rares et menacées. De nombreux avocates et avocats, dont mes associés et moi-même, ont défendu, et sommes encore en train de les défendre, plusieurs zadistes devant les tribunaux suisses, car suite à l'évacuation de cette ZAD par la police et à une plainte pénale d'Holcim, aujourd'hui retirée, une quarantaine de ces zadistes avaient été condamnés par ordonnance pénale, sorte de jugement immédiat du procureur, à plusieurs mois de prison ferme. Une telle sévérité de la peine étant tout à fait inédite pour la justice pénale suisse, s'agissant d'infractions somme toute mineures, on parle ici de violation de domicile, d'insoumission à une décision de justice et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, un collectif d'une quarantaine d'avocates et avocats s'est rapidement mis en place pour défendre ces zadistes et a permis qu'à ce jour, aucune des peines de prison ferme n'ait été confirmée par les juges pénaux, même s'il faut préciser que ces affaires sont toujours en cours et que le procureur général, qui s'est saisi du dossier, a fait recours contre les jugements de première instance, au terme desquels les zadistes ont été en très grande partie relaxés quant au fait qui leur était reproché. On ne peut d'ailleurs que constater que le fait que le procureur général se soit intéressé à cette affaire et ait porté l'accusation en personne au procès démontre le caractère éminemment politique et délicat de l'affaire. Dans ce cas également, toute la difficulté pour la défense a été de porter une voix forte en faveur des zadistes, tout en recentrant le débat sur des développements juridiques, car oui, j'en suis convaincue, le droit est aussi un outil d'évolution des mentalités. Comme le disait Schopenhauer, toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis enfin, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Ou plus simplement, comme Mandela l'affirmait, cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Je pense qu'il en va passablement de même s'agissant de l'évolution du droit, ou à tout le moins de son interprétation. Le fait que, malgré les demandes de leurs conseils, les zadistes n'aient pas été jugés ensemble, mais chacune et chacun séparément, en opposition aux règles procédurales qui voudraient pourtant qu'un même complexe de faits et des personnes accusées des mêmes infractions soient jugées ensemble, pour d'évidentes raisons d'économie de procédure notamment, est à mon sens un autre signal
clair que les autorités de poursuite pénale voulaient que ces affaires fassent le moins de bruit possible, ce qui n'a fort heureusement pas été le cas, je vous rassure. Les activistes ont en outre été confrontés à un déséquilibre de moyens effrayant, toute indemnisation ayant été niée, même en cas de relaxe complète, et les nominations d'avocates et avocats refusées, alors même que l'accusation, elle, était soutenue, comme je l'ai dit, par des procureurs aguerris, dont le procureur général. Face à ces obstacles de taille, la défense effective des zadistes, et pour l'heure la victoire quasi totale, n'a été possible que grâce à une grande mobilisation de la part du collectif d'avocates et d'avocats. C'est dire le rôle que nous avons joué et que nous avons à jouer encore dans ce cadre dans le futur. Le traitement des MNA, soit des mineurs non accompagnés, est un autre sujet d'actualité. Plus particulièrement, le fait que les autorités remettent trop souvent en cause leur minorité, souvent dans le cadre de procédures pénales. Ces jeunes déjà précarisés, démunis, vivant dans un pays et dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, sont en effet confrontés à des investigations de la part des autorités tendant à établir leur âge, investigations qui donnent parfois lieu à l'ouverture de procédures pénales lorsqu'à tort ou à raison, leur minorité est remise en question. Le simple fait d'être supposément majeur et en situation irrégulière car dépourvu de permis de séjour constitue une infraction en droit suisse. De plus, ces jeunes se voient également reprocher d'avoir bénéficié de manière illicite de l'aide réservée aux MNA, de sorte que des poursuites pénales sont également engagées à leur encontre pour, je cite, c'est l'intitulé de l'infraction, obtention illicite d'une prestation d'assurance sociale ou d'une aide sociale, lorsque ces aides leur avaient été initialement accordées en leur qualité de mineurs. Je précise ici qu'on ne parle pas de séjour de luxe, mais bien d'une simple place en foyer. C'est tout de même une infraction. Les jeunes qui clament leur innocence dans ce contexte, et donc par conséquent qu'ils sont bel et bien mineurs, parfois même avec des documents d'identité à l'appui, seront soumis à des tests osseux et dentaires et basés sur leur pilosité, y compris relativement à leurs parties intimes. Tests qui sont obsolètes, imprécis, peu fiables et invasifs, et qui sont depuis longtemps largement décriés par la doctrine scientifique. De nombreux médecins s'insurgeant contre cette pratique. Ces méthodes médicales de détermination de l'âge ont également été critiquées par l'UNICEF, qui a rappelé que lorsqu'un doute existe quant à l'âge d'un jeune, il faut lui accorder le bénéfice du doute et le traiter conformément à l'âge qu'il déclare avoir. L'UNICEF a également clairement précisé que soumettre un enfant à ces tests, du seul fait de sa nationalité, n'est pas acceptable. En effet, il ne faut pas traiter plus durement les jeunes provenant d'un État qui n'émet pas de documents d'identité fiables lorsque ceux-ci demandent l'asile, car cela constituerait une violation du principe de non-discrimination, prévu notamment dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant. Or, bien entendu, vous vous en doutez, on relève que c'est justement en majorité ces jeunes qui sont soumis à ces tests. Enfin, l'UNICEF considère que le fait qu'un jeune refuse d'être soumis à ces tests ne doit pas être interprété en sa défaveur, en ce sens que les autorités ne devraient pas considérer cela comme une preuve que cette personne ment et donc qu'elle est majeure. Dans la pratique, malheureusement, vous vous en doutez, bien qu'un tel refus puisse bien entendu exister, il ne sera pas interprété dans ce sens-là, il sera interprété comme un aveu. Les seuls refus, entre guillemets, acceptables pour les autorités sont ceux relatifs à l'examen de la pilosité des parties intimes. Reste que, dans le cadre de procédures pénales, quasi systématiquement, en attendant que ces tests médicaux soient effectués, les jeunes resteront détenus dans des prisons pour adultes, souvent surpeuplées, puis une fois les résultats connus, résultats qui ne sont autres que des fourchettes, on nous dit le sujet a entre 18 et 21 ans, débrouillez-vous avec cela. Il s'agira pour les avocates et avocats de remettre ces résultats en question devant le juge et de tout faire pour que ces méthodes imprécises et d'un autre temps n'aient tout simplement plus lieu d'être dans nos décisions de justice. Là aussi, le rôle que nous avons à jouer est essentiel, même s'il peut être difficile et ingrat lorsque l'on perd et que les jeunes sont condamnés puis expulsés. Enfin, j'évoque ici brièvement un sujet qui n'est guère nouveau, mais qui reste un défi actuel pour la profession.
les conditions de détention dans les prisons, qui, même dans nos prétendus pays développés, peuvent refléter, si ce n'est un mépris des droits humains des accusés et condamnés, à tout le moins une absence de volonté d'opérer des investissements pourtant essentiels pour offrir des conditions compatibles avec la dignité humaine. À titre d'exemple, il existe à Genève, ville dans laquelle je pratique, ville où se trouve le CICR, le siège de l'ONU, où se tient pourtant chaque année le Conseil des droits de l'homme, il existe une prison qui à la base était d'ailleurs prévue pour effectuer de la détention préventive exclusivement et qui est notoirement connue pour ses problèmes de surpopulation carcérale. Pour vous dire la gravité de la situation, cette prison a été condamnée à plusieurs reprises par le tribunal fédéral pour violation de l'article 3 CEDH, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. Il y a quelques années de cela, dans une série d'arrêts assez critiques quant à l'institution genevoise, qui est parfois allée jusqu'à un taux de surpopulation de plus de 200% par rapport à sa capacité initiale de 400 places. Étant précisé que malgré des améliorations, cette prison est aujourd'hui toujours en situation de surpopulation. Il faut néanmoins relever que grâce à l'action d'avocates et d'avocats ayant osé, sans relâche, dénoncer ces situations en saisissant les tribunaux jusqu'à la plus haute cour du pays en faveur de leurs clients détenus, ces conditions se sont tout de même sensiblement améliorées et surtout, les personnes détenues dans des conditions violant l'article 3 CEDH ont pu obtenir réparation. De tels exemples illustrent bien à quel point les avocates et les avocats sont souvent le seul et le dernier rempart, à la fois pour les plus démunis et pour les personnes engagées dans diverses luttes sociales. Bien évidemment, tant pour les avocats que pour les clients, nul besoin de rappeler que la situation est très différente selon le pays où l'on se trouve. Il est facile pour moi aujourd'hui de tenir ce discours qui certes n'est pas tout rose, il y a des problèmes, il y a des difficultés et des choses qui doivent nous indigner dans nos pays. Cela étant, il est important que nous puissions tenir ces discours, mais certains nous diront c'est facile, ces discours sur l'importance de défendre et d'être la voix de mes clients, car j'ai la chance d'exercer ma profession dans un pays et plus généralement dans une région qui, s'ils ne sont certes pas parfaits, sont néanmoins des états de droit où les avocates et avocats ne sont pas persécutés ou détenus arbitrairement et sont libres de défendre les causes qui leur sont chères. N'oublions pas cependant que beaucoup de nos consoeurs et confrères sont constamment persécutés pour le simple fait d'exercer leur profession, et ce dans de nombreux pays dont certains ne sont d'ailleurs pas si lointains. Tout comme l'a été Nelson Mandela, des milliers d'avocates et d'avocats font actuellement l'objet de restrictions d'exercer, de sanctions, de menaces d'emprisonnement arbitraires, bien entendu, de disparitions forcées ou encore d'assassinats. Cette journée nous permet également de ne pas les oublier et de nous rappeler tout le chemin qu'il reste à parcourir. Je vous remercie de votre attention.